Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pages du Milieu. Encore et toujours pour l'éternité avec mes deux compagnons, Julien Bonjour Cyril, bonjour FX, bonjour tout le monde. et FX. Bonjour. Bon, après, je ne suis pas un elfe. Un jour, je ne serai plus là, mais voilà. Non, c'est vrai. Mais dans l'éternité, je sais pas, dans les cœurs de nos Dans les auditeurs, cœurs, dans les cœurs. Quelle entrée Ou sur les tonitruante plateformes. Cyril, tu es en Ouais. pleine forme aujourd'hui. Écoute, il faut nous donner l'énergie, c'est début de semaine, là, le week-end était dur. Ouais. Nous commençons le mois de mai par ce temps lourd Voilà. et pénible. D'ailleurs un peu semblable aujourd'hui en Belgique à celui que connaissent nos hobbits en Émile Muil. Ah, Il fait gris, il fait lourd, il fait pénible, c'est la grève. c'est vrai, et tu spoiles déjà mon intro, mon cher Julien. Non, ça c'est la connexion Mais, de nos esprits. Effectivement, un épisode particulier, car aujourd'hui, mes amis, nous entamons le deuxième livre du tome 2 du Seigneur des Anneaux. Et pour l'occasion, du coup, comme Julien l'a dit, nous retrouvons notre duo de hobbits courageux. Et je ne parle pas de Merry et de Pipin, bien évidemment. Je parle d'un duo. Mais un troisième compagnon pourrait peut-être bientôt se mêler à l'aventure, un troisième aventurier séducteur, au pagne qui laisse peu de place à l'imagination et à la chevelure éparse et soyeuse. Mais avant toute chose, nous devrons nous balader dans les rochers coupants, comme tu l'as dit Julien, encore une fois des Émines Muil, et trouver le moyen de descendre ces falaises pour le moins abruptes. Si seulement le bon vieux Sam avait pensé à apporter une corde. Oh, mais que dis-je ? Je sous-estime Sam. Donc préparez-vous pour la deuxième partie de notre aventure, préparez-vous à retrouver notre fardeau maléfique, mais surtout préparez-vous à rencontrer un des personnages les plus mythiques de l'œuvre. Je vous laisse sur ces mots, et allons-y. Livre 4, chapitre 1. L'apprivoisement de Sméagol. Eh bien, maître, nous voilà dans le pétrin, y a pas d'erreur, dit Sam Gamgee. Il se tenait d'un air découragé, épaules voûtées, à côté de Frodon, et il fixait de ses yeux plissés l'obscurité. Cela fait maintenant 3 jours qu'ils ont fui la compagnie et qu'ils grimpent avec difficulté, sans relâche, parmi les pentes arides et les pierres de l'Émine Muil, tournant en rond et se perdant sans cesse. Les rares fois où ils pensent trouver une issue, ils se retrouvent face à des pics hauts et infranchissables, par-delà lesquels s'étendent des marais plombés et putrescents, où rien ne bouge et où on ne voit pas le moindre oiseau. Un désert humide dans la brume. Les hobbits se tiennent à présent au bord d'un haut escarpement de pierres nues et froides. En bas, de la brume, et derrière eux s'élèvent des hautes terres surplombées de nuages. Un vent glacial souffle de l'est et l'obscurité grandit au loin devant eux. Leur regard n'est désormais plus porté vers l'Anduin, vers le Gondor et leurs amis. Il est tourné au sud et à l'est, fixant une lointaine ligne sombre, ressemblant à de lointaines montagnes fumantes. L'Anduin. 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 Non, c'est Comment pas grave. l'ai-je prononcé? Tu l'as dit l'Anduin. L'Anduin. L'Anduin comme un bon vieux franchouillard. Eh ben, c'est pour voir si vous suivez. À chaque On fois, je suivait. tente une nouvelle prononciation. Toute une partie de nos auditeurs auditrices qui ont fait... Quoi ? Quoi? Nous aussi, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, pardon. Mais à tout moment, une minuscule lueur rouge s'élève en tremblotant à la limite de la terre et du ciel. Sam s'exclame alors « Le Mordor, l'endroit précis de la terre du milieu que l'on ne veut pas voir de près, le seul que l'on cherche à atteindre, et c'est celui que l'on ne peut atteindre. Il faut se rendre à l'évidence, monsieur Frodon. On est perdu. Gandalf ne devait pas s'attendre à ce qu'on passe par ici. Il ne s'attendait pas à ce que bien des choses arrivent, Sam. Mais elles sont arrivées. Exactement le dialogue du film. C'est normal, c'est car je l'ai repris du film. Ah, salaud, ça vient pas du livre. Je suis nous un a petit menti. coquin. Oh le mec, on fait un résumé des livres, hein, non pas des films. Mais monsieur. j'aime bien parfois reprendre des petites snippets comme ça des films. C'est si bien joué, c'est si bien Oh dit. le salaud. Tandis que ses yeux restent fixés sur la ligne sombre et la flamme tremblotante, Frodon songe à cette terre de désolation qui l'attend, à l'abri qu'ils doivent trouver pour la nuit, au temps qu'ils perdent chaque journée passée dans ce dédale fait de rochers coupants comme des rasoirs. Il pense à ses choix qui se sont d'après lui tous révélés bien mauvais. Il pense à sa fatigue qui s'accroît de jour en jour à mesure qu'il s'approche du Mordor. Et surtout, il se rappelle qu'il a faim. Que nous reste-t-il comme provision, Sam ? Alors, voyons voir. Oh ! Oui, formidable. Un peu de lambasse. Et oh ! Encore un peu de lambasse. Bon, ça pour nos auditeurs qui s'intéressent vraiment à ce qui est marqué dans le livre, il y a quand même une phrase qui dit à peu près ça.
Elle dit pas ça exactement avec cette tournure de phrase-là. Mais c'est presque similaire. Mais effectivement, c'est quand même dans le récit. Bah, en général, moi, je suis pas fou. En général, je suis pas fou de la boustifaille étrangère. Mais ce truc elfique, ouais, c'est pas mal. Après un bref encas, les hobbits descendent dans un creux pierreux. La nuit tombe rapidement. Ils dorment du mieux qu'ils peuvent avec le froid, à tour de rôle, dans un renfoncement de grandes pointes déchiquetées de rochers désagrégés, à peine à l'abri du vent. Ah, quelle est cette puanteur! Je parie qu'il y a un marécage nauséabond tout près. Vous sentez pas? Si, je sens très bien. Mais fais-toi plus discret, Sam. Nous ne sommes pas seuls. Vous les avez revus, monsieur Frodon? Non, je n'ai rien entendu et rien vu depuis 2 nuits maintenant. Oh, moi non plus. Mais ses yeux m'ont tourné les sangs. Mais peut-être qu'on a fini par le semer, ce misérable furteur. Gollum. Moi, je vais lui en donner du Gollum dans la gorge si jamais je mets la main dans son cou. J'espère que tu n'en auras jamais besoin, dit Frodon. Je ne sais pas comment il nous a suivis, mais il se peut qu'il nous ait de nouveau perdus, comme tu dis. Mais il n'est pas mon souci principal. Je voudrais bien pouvoir sortir de ces collines. Malheureusement, la journée s'écoule et quand l'après-midi tourne au soir, ils n'ont toujours pas trouvé de voie pour passer la crête qui se dresse devant eux. Parfois, dans le silence de ce désert pierreux, ils croient entendre de faibles bruits derrière eux, la chute de cailloux ou le bruit de pas imaginaires de pieds foulant le rocher. Ils s'arrêtent alors pour écouter, immobiles, et ils n'entendent évidemment plus rien, sinon ce ne serait pas drôle. À ce sujet, je me demandais d'ailleurs, vu que toi, je sais, Fix, que tu es un aficionado de la randonnée et des escapades en solitaire ou en groupe. Bien sûr, je suis un aventurier. Dans les terres reculées. Si toi, tu avais des anecdotes de ce genre-là, un peu étranges, flippantes, ou si vous, nos auditeurs, ça vous arrive parfois quand vous baladez dans la nature, est-ce que vous avez des histoires comme ça à nous partager, de personnes qui vous ont suivi, de présence que vous avez senti à un moment. Voilà, c'était une petite pierre à la mer. À part des chèvres de montagne, non, ça va. Tu t'es fait suivre par des chèvres de montagne. Suivi, je ne dirais pas, mais nous partagions... Une chèvre de montagne. Nous partagions les mêmes plaines. Voilà. Eh bien. Fort bien. Bon, c'est une anecdote pas si flippante que ça. Ça dépend à quel type de chèvre on a affaire. J'espère ne pas avoir ce genre de rencontre cet été, de trucs. Tu te balades dans les Vosges, tu vois une sorte de créature comme ça. Aux cheveux soyeux et éparses. Non. Toute la journée, l'arête extérieure de l'Émine-Muil s'infléchit graduellement vers le nord, tandis qu'ils avancent péniblement, et ils finissent par remarquer que, depuis plusieurs kilomètres, ils ont descendu de façon lente mais continue. Ils sont bien obligés de s'arrêter car désormais, ils font face à un ravin. Tout ce que les 2 hobbits peuvent faire s'ils ne veulent rebrousser chemin, c'est descendre. En contrebas, ils trouvent des arbres noueux et rabougris, les premiers qu'ils ont vus depuis qu'ils ont pénétré ces terres arides. Ce sont pour la plupart des bouleaux tordus, avec par-ci par-là un sapin. De nombreux arbres sont morts et décharnés, rongés jusqu'au cœur par les vents d'est. Le fond du ravin, qui s'étend le long d'une faille, est encombré de pierres brisées et il descend en pente raide. Quand ils arrivent finalement au bout, la nuit approche et ils doivent se résoudre à descendre. Ce sera encore un grand saut, dit Frodon. À peu près, voyons, environ 18 brasses, semble-t-il, pas plus. Et c'est bien assez, dit Sam. Brrr, que j'ai horreur de regarder de haut dans le vide. Mais regarder vaut mieux que descendre. Si on doit essayer de redescendre, mieux vaut le faire tout de suite. L'obscurité tombe et je crois qu'il va y avoir un orage. En effet, un lointain murmure de tonnerre est porté par le vent qui se lève. Frodon hume l'air, regarde le ciel d'un air dubitatif, s'avance vers le bord et s'apprête à descendre. « Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur Frodon? C'est moi qui vais en premier. »« Toi » dit Frodon. « Qu'est-ce qui te fait changer d'idée sur la descente ?»« Bah, je n'ai pas changé d'idée, mais c'est le simple bon sens. Mettre le plus bas celui qui risque le plus de glisser. Je ne veux pas vous tomber dessus et vous faire décrocher, il serait idiot de tuer 2 personnes en une seule chute. » Avant que Frodon ne l'en empêche, son jardinier est déjà assis, a balancé ses jambes par-dessus le bord et s'est retourné, jouant des pieds à la recherche d'une prise. Il est douteux qu'il n'ait jamais fait de sang-froid rien d'aussi courageux ou de plus imprudent. Mais Frodon le saisit rapidement par-dessous les bras et le remonte, réalisant la dangerosité de ce qu'ils sont occupés d'entreprendre. Le porteur doit passer en premier, plus agile et adroit, et peut-être un peu plus maigre aussi, et ainsi ouvrir la voie pour son compagnon et lui indiquer quelle prise utiliser. « Je ne sais pas comment vous pouvez avoir une telle certitude, dit Sam. Vous ne pouvez même pas voir jusqu'au fond avec cette lumière. Et si vous arrivez à un endroit où il n'y a nulle part où mettre les pieds vu les mains? Vous savez, monsieur Frodon, vaudrait mieux attendre à demain matin qu'il y ait plus de lumière. Non, pas si je peux l'éviter. Chaque heure, chaque minute m'est insupportable. Je descends pour voir. Ne me suis pas avant que je revienne ou que j'appelle. » Agrippant le rebord de la pierre, il se laisse doucement descendre jusqu'à ce que, ses bras étant presque totalement tendus, ses pieds trouvent une saillie. « Un pas de fait dans la descente, dit-il. Et cette saillie s'élargit vers la droite. Je pourrais m'y tenir sans prise de main.
Je vais... Sa phrase est brusquement interrompue. L'obscurité hâtive se précipite de l'est et engloutit le ciel. Il y a un craquement de tonnerre sec et déchirant juste au-dessus des deux hobbits. Des éclairs frappent les collines. Puis vient une rafale de vent impétueux, et avec lui, mêlé à son rugissement, s'élève un cri terrifiant et strident, un cri qu'ils ont déjà entendu auparavant, lorsque des silhouettes encapuchonnées étaient toutes proches de s'emparer de l'anneau. Un Nazgûl. Alors que Sam tombe visage contre terre pour se boucher les oreilles, Frodon lâche prise, glisse et dégringole. « Maître ! Maître !» crie-t-il. « Maître !» Pas de réponse. « Je crois que j'ai trouvé le fond, mais je n'y vois rien !» Le hobbit n'est en fait pas très loin. Il a glissé, et avec un choc, il est arrivé debout sur une saillie un peu plus large, à quelques mètres en contrebas seulement. Il se ressaisit, mais quelque chose cloche. Soit l'obscurité est devenue totale, soit il a perdu la vue, car tout est noir autour de lui. « Revenez ! Revenez !»« Je ne peux pas, Sam ! Je n'y vois rien ! Je ne peux pas trouver de prise ! Je ne peux pas encore bouger !» Un nouveau craquement de tonnerre se fait entendre, et la pluie se met à tomber en un rideau aveuglant, mêlé de grêle glaciale. Sam lui crie qu'il descend le rejoindre, ce que Frodon refuse, prétextant se sentir mieux et que tout cela est trop dangereux sans corde. « Une corde ! Je l'ai portée depuis la Laurienne, et voilà que je l'avais tout à fait oublié !» Sam met vivement son paquet à terre et commence d'y farfouiller pour s'emparer du rouleau de corde elfique. Il jette une extrémité à son maître, et les ténèbres semblent se lever des yeux de Frodon, ou bien sa vue revient. Il distingue la ligne grise qui descend en se balançant, et il lui trouve un faible chatoiement d'argent. Avec un point dans l'obscurité sur lequel fixer ses yeux, il se sent moins de vertige. Il saisit la ligne des deux mains tandis que Sam, en hauteur, cède d'une souche à 1 mètre ou 2 du bord pour prendre appui et remonter son maître. Ce dernier, une fois parvenu sur la corniche, se roule au sol, haletant. Le tonnerre gronde et roule dans le lointain, et la pluie tombe toujours drue. Les hobbits retournent dans le ravin, cette fois-ci en s'aidant des pieds et des mains, mais ils n'y trouvent guère d'abri. Des ruisseaux commencent à dévaler, et ils ne tardent pas à grossir au point de rejaillir et d'écumer sur les pierres avant de s'écouler par-dessus l'escarpement, comme des gouttières d'un vaste toit. Amusant, le pouvoir de la corde elfique, encore une fois. Ouais, on va voir qu'elle est assez utile, hein. Mais moi ça m'étonne surtout que Sam l'ait oublié, ouais. alors qu'il en a parlé pendant des heures avec son super copain elfe. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il a fait cette rencontre. Surtout qu'on rappelle, là on est revenu en arrière dans l'histoire par rapport au chapitre précédent, et du donc coup c'est vraiment proche. On est vraiment quelques jours après ce fameux cadeau, quoi. Donc, 3 jours seulement. Oh non, un peu plus, c'est vrai. Une petite semaine. Ça reste... On le verra dans les prochains chapitres où on va avoir une sorte de petit récap de décompte des jours pour se rendre compte. C'est un peu ça, en fait, on va limite avoir un... c'est même pas de cette façon-là, on va plutôt avoir une sorte de... Pendant ce temps, on va se rendre compte que... qu'en fait, ce que Frodon est en train de vivre, ça se passe au même moment que ce qui se passe à Orthanc avec Gandalf qui va voir Saruman, mais ça, c'est plus tard dans un chapitre ultérieur. J'aurais été quasi noyé sur cette falaise, ou tout simplement emporté, dit Frodon. C'est une chance que tu aies eu cette corde. Oh, ça aurait été mieux si j'avais pensé avant, dit Sam. Oui, bien vu, Sam, bien vu. Frodon ne prend pas le temps de se reposer et demande à Sam la longueur de sa corde. Il regrette de ne pas avoir emporté lui aussi une corde avec laquelle ils auraient pu en faire une assez longue pour descendre la falaise. Mais Sam, en la mesurant, se rend compte que cette corde est bien assez longue à elle seule. Il est émerveillé par l'artisanat des elfes. La corde se range bien, est légère comme tout, solide et tendre comme du beurre au toucher. Vraiment encore... Une corde qu'on a envie de grignoter. Mais ouais, c'est assez intéressant encore cet artisanat des elfes, à quel point il est magique, mais à un niveau quand même assez énorme. On va voir, elle fait de la lumière, elle est plus solide que n'importe quoi. On va voir après qu'aussi elle se détache, je spoil un peu, mais elle se détache toute seule. Vraiment, on peut lui donner des ordres. Elle a un peu comme une sorte de personnalité, cette corde, en fait. C'est rigolo. Frodon déclare que dès que la pluie s'arrêtera, il tentera donc de descendre. Mais Sam insiste pour qu'il ne joue plus les casse-coups, surtout dans cette pénombre. D'ailleurs, lui-même n'est toujours pas remis de ces espèces de cris déchirants dans le vent quelques instants auparavant. Il insiste pour rester la nuit, terré dans cette fente. Mais Frodon ne veut pas rester là 1 minute de plus qu'il ne faut. Il sent les yeux de la terre sombre qui l'observe par-dessus les marais. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que donc, à ce moment-là, donc, il y a cet orage qui vient.
Et vous allez voir, juste après, il est mis dans le texte, peu après, la lueur du jour se détourne enfin des collines de l'Emin Muil et se dirige maintenant vers Minas Tirith, annonçant la venue d'une guerre prochaine. Et en fait, là, j'ai un peu résumé, mais en gros, dans le livre directement, il y a une sorte de personnification de cet orage et de la pluie, comme si elle-même était envoyée en fait par Sauron. Comme si c'était le regard de Sauron qu'il avait mis sur les Emin Muil pour analyser, et puis ensuite, il envoie cette ombre et cette pluie au niveau du Rohan et puis de Minas Tirith, là où en fait il va envoyer ses troupes, etc. Et Ce qui est d'ailleurs repris dans les films, je pense. Je sais pas si c'est repris dans le cinéma. Enfin, Oui. c'est dans les livres. Cette idée un peu que que Sauron. Sauron a besoin de mettre des Mais ça, nuages pour d'office, que César... il doit le Ça, faire. c'est pour faciliter l'avancée de ses troupes, Ouais, mais ouais. dans les films, il n'y a pas ce côté plus tempête qui arrive pour Ouais. plus observer. Et... Ouais, ouais. En fait, C'est absent. c'est assez, enfin, c'est évoqué à ce moment-là que c'est comme si c'était le fait que Sauron regarde à cet endroit-là, il y a cette tempête, où voilà, c'est un peu flou, c'est pas précis, ça explique pas vraiment comment ça se passe, mais enfin voilà, c'est un peu évoqué, c'était important de le dire. Mais donc maintenant, au-dessus de Frodon et de Sam, le bleu sombre du soir revient, parce que la tempête s'en va. Frodon est content de retrouver la vue. D'ailleurs, ça aussi, tu l'as dit avant, il perd vraiment la vue, donc Ouais. il tombe dans une obscurité presque surnaturelle, donc c'est quand même un peu particulier. Ou alors il a fait une grosse chute de tension. Il explique qu'il ne voyait plus rien du tout, à part cette corde grise elfique. On aurait dit qu'elle brillait, curieusement. Pas de temps à perdre, alors Frodon ordonne à Sam d'attacher la corde à une souche. Il lui demande d'aller en premier et de descendre. Et lui le suivra quand il sera en bas. Sam acquiesce d'un ton accablé. Il ramasse alors la corde et la fixe à la souche la plus proche du bord, puis il noue l'autre bout autour de sa taille. Il se retourne, hésitant, et commence à descendre. La descente est moins difficile que prévu, bien qu'il ferme les yeux la plupart du temps pour éviter de regarder le vide entre ses pieds. Mais Frodon le laisse descendre graduellement et doucement, et l'épreuve est bientôt terminée. Sa plus grande crainte avait été de manquer de corde pendant qu'il se trouvait encore en l'air. Mais il y avait encore une bonne boucle dans la main de Frodon quand Sam touche le sol. Frodon ne peut plus le voir, enfoncé qu'il est dans la pénombre. La descente de Frodon est un peu plus pénible, mais il arrive enfin aux côtés de Sam. « Eh bien, s'écrie-t-il, nous y voilà. Nous sommes sortis des Emin Muil. Et maintenant, qu'est-ce que ce sera, je me demande. Peut-être allons-nous bientôt regretter la sensation du roc dur sous nos pieds. » Sam paraît moins satisfait. « Tête de courge, pauvre nous, il m'appelle corde. La voilà prise à une souche, et nous on est en bas. On pouvait pas lui laisser un plus beau petit escalier à cette fouine de Gollum. Autant mettre une pancarte pour lui montrer de quel côté on est parti. Je me disais aussi que ça semblait un peu trop facile. Si tu peux me dire comment nous aurions pu chacun nous servir de la corde tout en l'emportant avec nous, alors je veux bien m'appeler moi aussi tête de courge ou tout autre nom que ton ancêtre t'a donné, dit Frodon. Va la détacher et redescends si tu veux. Sam se gratte la tête. Il caresse le bout de la corde, la secoue doucement. Il regrette de devoir laisser un cadeau pareil venant du pays des elfes, un cadeau de Galadriel elle-même. Il hoche la tête avec tristesse, lève les yeux et tire une dernière fois sur la corde en guise d'adieu. À la plus grande surprise des deux hobbits, elle se détache. Sam tombe à la renverse et Frodon rigole. « Qui a fait le nœud ?» dit-il. « Encore heureux qu'elle ait tenu aussi longtemps. Et dire que j'ai mis tout mon poids. » Mais Sam est formel. Il s'y connaît en nœud de corde, et ce nœud était aussi solide que n'importe qui peut en faire dans la comté ou en dehors. Frodon déduit que la corde a dû se rompre, mais Sam, en vérifiant, remarque qu'elle est bien intacte. Et en la roulant amoureusement dans son paquet, il lève les yeux au ciel et voit la beauté des étoiles et du clair de lune. Cette vision redonne de l'espoir et du cœur aux hobbits. D'ailleurs, petit insert, hier j'ai écouté le concert sur Arte en hommage de Howard Shore, celui qui a fait la musique des Seigneurs des Anneaux. Et tu sais, tous ces chants un peu elfiques avec des paroles, même t'as des chants un peu du Mordor, et je me demandais, tiens, les paroles, je me suis jamais demandé, mais qu'est-ce qu'elles veulent dire et d'où elles viennent. J'ai fait un peu des recherches, et en fait, la plupart des chansons, en tout cas des paroles qui sont reprises par Howard Shore, sont des paroles directes du livre. Et donc, par exemple, à Elbereth Giltoniel, c'est pour ça que j'y pense, ce chant, cette prière des elfes aux étoiles, eh bien, c'est les paroles d'une des chansons du film. Oui, mais on en avait déjà parlé dans les premiers épisodes. J'avais oublié que c'était... Donc en gros, ils ont vraiment fait la chanson. Il y avait même des paroles de cette chanson-là qui étaient reprises par Sauron. Donc ça, c'est juste dans la version longue. Oui. Quand Sauron apparaît dans le Palantir à Aragorn, où il reprend des vers de ce poème pour narguer Aragorn. Qu'il appelle d'ailleurs Elessar.
une des rares fois où il est appelé Elessar dans les films. Donc, encore une fois, une petite touche aux connaisseurs, on va dire au bon moment. Mais ouais, mais c'est vrai que oui, je pense que toutes les chansons sont... en fait, toutes les paroles sont généralement là, ou peut-être qu'elles ont dû être traduites depuis le français vers l'elfique, enfin le français, l'anglais, on se comprend, mais il y en a aussi qui sont écrits en elfique, je suppose. Ouais, c'est en elfique, hein. Mais donc il y a vraiment la chanson Alberet Giltoniel qui existe, qui a été faite par Arthur. C'est marrant. C'est vrai que, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, il y avait, on va dire, des spécialistes de l'elfique qui étaient présents sur le tournage pour apprendre aux comédiennes à le dire et à avoir la bonne prononciation, même si la langue est considérée comme pas terminée du tout, évidemment, c'est pas une langue qui est parlée régulièrement, donc je pense que j'avais entendu dire qu'elle n'était pas finie, mais que tu peux quand même presque pas, contrairement par exemple au Klingon, je pense qu'il doit être une langue vraiment beaucoup plus développée. Le Klingon, ça existe vraiment, d'ailleurs, rien à voir, mais je sais plus qui, le mec qui a inventé le Klingon, je crois, ou un des gars créateurs de Star Trek, je pense, en tout cas dans cet entourage-là, il a parlé à sa fille Klingon pendant toute son enfance, donc c'est sa première langue. Et donc la fille, sa première langue, c'est une langue fictive. Je sais pas si je trouve ça ouf ou si je trouve ça un peu too much. Après, elle a appris évidemment l'anglais aussi, j'imagine. Mais donc à la maison, c'était le Klingon, quoi. C'est pratique sur les dossiers administratifs, langue maternelle, Klingon. Mais l'elfique, c'est pas possible, ça, c'est trop... C'est pas... Mais voilà, il y a quand même suffisamment pour faire des phrases et des discussions, et il y a aussi quand même... Souvent, les comédiens qui sont interviewés dans des shows 20 ans après, enfin aujourd'hui quoi, qui connaissent encore les phrases en elfique. Preuve aussi que je trouve que du coup ils ont vraiment appris ce que ça voulait dire, à le dire en elfique correctement, etc. Et à faire du coup plusieurs scènes en elfique, quoi. Donc, enfin, du coup, nos hobbits là sont réjouis de voir donc ces étoiles créées par Elbereth. Aux premières ombres de la nuit, ils entreprennent l'étape suivante de leur voyage. Ils s'éloignent maintenant de la falaise et descendent une pente continue couverte de gros rochers et de pierres inégales, rendues glissantes par la forte pluie. Plus loin, ils arrivent à une grande fissure noire s'ouvrant à leurs pieds. Ils ne peuvent pas distinguer le fond, mais ils entendent de l'eau gargouiller en son creux. Et ils n'osent pas non plus la traverser dans cette pénombre. Sam propose alors de descendre vers le sud en restant le long de la falaise. Ils trouveraient bien un recoin quelque part, voire même des cavernes où se reposer. Mais après quelque temps de marche, ils ne trouvent rien et finissent par se laisser simplement choir sur le sol, à l'abri d'un grand rocher non loin de la base du précipice. Ils restent là quelque temps, blottis l'un contre l'autre dans la nuit froide et dure, lentement gagnés par le sommeil malgré tous leurs efforts pour y échapper. À un moment, Frodon se lève et dit à Sam qu'il va faire quelques rondes pour permettre à ce dernier de dormir un peu. Mais tout d'un coup, il se raidit. Puis, se baissant, il agrippe Sam par le bras. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Là-bas sur la falaise !» Sam lève les yeux et inspire bruyamment entre ses dents. « Voilà ce que c'est. C'est ce Gollum, serpent et vipère. Et dire que j'étais sûr qu'on le perdrait avec notre bout d'escalade. Regardez-le, on dirait une sale araignée en train de ramper sur un mur. » Sur une paroi abrupte, d'aspect presque lisse dans le pâle clair de lune, une petite forme noire se déplace, étalant ses membres fluets. Ses mains et ses pieds tendres et adhérents trouvent peut-être des fentes et des prises qu'aucun hobbit n'aurait jamais remarquées. En tout cas, on dirait qu'elle rampe simplement sur des pattes collantes, comme un gros insecte prédateur. Et elle descend, tête première, comme pour flairer son chemin. Parfois, elle la relève lentement, retroussant son long et maigre cou, et les hobbits aperçoivent alors 2 points de lumière pâle et brillants, des yeux qui clignent un instant dans le clair de lune avant d'être rapidement refermés. Les hobbits ne savent pas si la créature les voit. Après tout, ils sont équipés de leur cape elfique. Frodon pense qu'elle les sent ou les entend. Sam décide qu'il en a assez de lui. Il veut lui dire 2 mots. Ramenant son capuchon sur son visage, il s'avance vers la falaise à pas de loup. La forme noire est à présent aux 3/4 de la descente et peut-être à 50 pieds du sol tout au plus. Tapis dans l'ombre d'un gros rocher, d'une immobilité de pierre. Les hobbits le guettent. Il semble être arrivé à un passage difficile ou être troublé par quelque chose. Les hobbits l'entendent renifler et de temps en temps vient un sifflement perçant qui pourrait être un juron. Il lève la tête et il croit l'entendre cracher. Puis il reprend sa descente. Ils peuvent maintenant entendre sa voix grinçante et sifflante. « Attention, trésor ! Hâtons-nous lentement, faut pas se casser le cou, n'est-ce pas, mon trésor, non, trésor Gollum ?» Il lève de nouveau la tête et la lune le fait cligner des yeux. Il les referme vivement. « On l'a
haies. Méchante lumière frissonnante, elle nous espionne. Trésor, elle nous fait mal aux yeux. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, mon trésor? Mon trésor, c'est à nous. Oui, à nous, et on le veut. Sale voleur, sale petit voleur. Où sont-ils avec mon trésor? On les maudit, on les hait. On dirait pas qu'il sait qu'on est ici, hein, murmure Sam. Et c'est quoi son trésor? Est-ce qu'il parle de... Frodon l'arrête. Gollum est assez proche maintenant pour les entendre murmurer. De fait, il s'est arrêté, et sa grosse tête se balance de côté comme pour écouter. Sam se retient, mais ses doigts lui démangent. Ses yeux remplis de colère et de dégoût restent fixés sur cet être misérable, qui se remet alors en mouvement, toujours murmurant et sifflant. Enfin, il ne se trouve plus qu'à une douzaine de pieds du sol, juste au-dessus de leur tête. À partir de là, la descente est brusque, car la falaise est légèrement en surplomb, et même Gollum n'arrive pas à trouver de prise. Il paraît alors vouloir se retourner, mais il tombe, soudainement, avec un cri et un sifflement strident. Il se roule en boule dans sa chute, comme une araignée dont le fil est soudainement rompu dans sa descente. Sam bondit, et avant que Gollum ait pu se relever, il est sur lui. Mais Gollum est beaucoup plus difficile à mater qu'il n'y paraît. Avant que Sam ne l'empoigne, de longs bras et jambes s'entortillent autour de lui, retenant ses bras, et une implacable étreinte, douce mais terriblement forte, le saisit comme des cordes qui n'auraient cessé de se serrer. Des doigts poisseux tâtonnent vers sa gorge. Il sent alors des dents acérées s'enfoncer dans son épaule. Tout ce qu'il trouve à faire est de projeter sa tête ronde et dure de côté, frappant la créature en plein visage. Gollum siffle et crache, mais il ne relâche pas son étreinte. Sam aurait été foutu s'il avait été seul. Mais Frodon se lève d'un bond et tire d'art du fourreau. De sa main gauche, il saisit la tête de Gollum par ses cheveux raides et clairsemés, la tirant vers l'arrière et tirant son long cou, forçant les yeux pâles et venimeux à fixer le ciel. « Lâche-le, Gollum ! Voici Dar. Tu l'as déjà vu une fois, il y a bien longtemps. Lâche-le, ou tu le sentiras cette fois-ci. Je vais te trancher la gorge. » Gollum s'effondre et devient aussi flasque qu'un bout de ficelle mouillée. Il se traîne à plat ventre sur les pierres, gémissant « Ne nous faites pas de mal! Qu'ils ne nous fassent pas de mal, trésor! Ils ne vont pas nous faire de mal, gentils petits hobbits! On ne voulait rien faire, nous, mais ils nous sautent dessus comme des chats sur des pauvres petites souris, oui, trésor! Et on sent si seul, Gollum! On va être gentils avec eux, très gentils, s'ils sont gentils avec nous, n'est-ce pas? Si! » Bon, qu'est-ce qu'on va en faire, dit Sam. Le ligoter, comme ça il ne viendra plus fouiner après nous. C'est ce que je dis. Mais ça nous tuerait! Oui, ça nous tuerait! Cruel petit hobbit, nous ligoter dans le désert froid et dur et nous y abandonner. Gollum! Des sanglots montent dans sa gorge glougloutante. Non, dit Frodon. Si nous le tuons, il faut y aller d'un seul coup. Mais on ne peut pas faire ça, pas dans ces conditions. Le malheureux. Il ne nous a fait aucun mal. Ah bon, dit Sam en se frottant l'épaule. Reste que c'était son intention, et c'est son intention, je parie. Il veut nous étouffer pendant qu'on dort, c'est ça qu'il veut. Sans doute, dit Frodon. Mais quant à ce qu'il entend faire, c'est une autre histoire. Il reste un moment à réfléchir. Gollum ne bouge pas, mais il a cessé de gémir. Sam se tient au-dessus de lui et lui lance des regards noirs. Frodon a alors l'impression d'entendre des voix, parfaitement nettes, quoique très lointaines, surgies du passé. Quelle pitié que Bilbon n'ait pas poignardé cette vile créature quand il en avait une chance. Pitié? C'est la pitié qui a retenu sa main. La pitié et la miséricorde. Ne pas frapper sans nécessité. Je n'éprouve aucune pitié pour Gollum. Il mérite la mort. Mérite la mort? Je crois bien. Nombreux sont ceux qui vivent et qui méritent la mort. Et d'aucuns meurent qui méritent la vie. Pouvez-vous la leur donner? Alors ne soyez pas trop ardents à donner la mort au nom de la justice, craignant pour votre propre sécurité. Même les sages ne peuvent voir toutes les fins. Petit flashback de notre chère discussion, notre discussion entre cher Gandalf et Frodon, qui m'inspire
Qui t'inspire quoi? qui m'inspire beaucoup. J'imagine beaucoup Gandalf arriver en la tête détourée dans un coin de l'écran, à la façon de notre cher Elrond d'ailleurs dans le film. Ouais, c'est ça. Un peu kitsch. Ouais. C'est tellement le passage qui a le plus Frodo, bizarrement vieilli. Souviens-toi. Il sort des nuages comme dans Le Roi Lion. Dans Le Roi Lion, oui, c'est ça. Avec le bruit de ces... Tu vois ce qu'on met parfois aux portes pour sortir dans le jardin, une espèce de petit tube métallique qui fait gling 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 gling. Avec l'image Oui, c'est qui... ça. Comme si tu arrivais dans une mare d'eau pour bien signifier qu'on est dans un rêve ou un flashback. Frodon reprend, car maintenant que je le vois, j'ai en effet pitié. Frodon abaisse alors son épée alors que Sam lui se demande à qui il semble parler, vu que je rappelle qu'il discute à Gandalf qui n'est pas là. Oui, misérable, nous le sommes, mon trésor. Misère, misère, les hobbits ne nous tueront pas. Gentils hobbits. En effet, ils ne tueront pas Gollum, mais ne peuvent pas le laisser partir. Il est trop empli de malice, il devra donc venir avec eux. Ce à quoi Sméagol répond qu'il leur trouvera des chemins sûrs dans l'obscurité. En relevant les yeux, un éclair de ruse y passa, avant de disparaître dans un clignement d'yeux habile. Sam ne lui faisait pas confiance et était étonné de la réponse de son maître. Frodon lui explique ensuite qu'il se rende au Mordor, et Gollum se couvre les oreilles en entendant ce nom, prétextant qu'il lui était douloureux. Il y est bel et bien déjà allé une fois, mais prétend que c'était par accident. Soudain, sa voix change et il semble parler à quelqu'un d'autre. « Laissez-moi, Gollum. Vous me faites mal. Je ne veux pas revenir. Je ne peux pas le trouver, je suis fatigué. Je ne peux pas le trouver, Gollum, Gollum. » Il se leva et serra sa longue main en un nœud d'os décharné pour le brandir vers l'est. « On ne veut pas, cria-t-il. Pas pour vous. » Puis il s'effondra de nouveau. Il ne s'en ira pas et ne s'endormira pas à votre commandement, Sméagol, dit Frodon. Mais si vous voulez vraiment vous libérer de lui, il faut m'aider. Alors, je sais pas du tout ce qu'il lève... Attends. Il parle de quoi, là, Frodon, à ce moment-là? Donc Frodon lui répond qu'en gros, voilà, Gollum lève sa main en un nœud d'os décharné. Enfin voilà, c'est l'image qui m'avait fait un peu... Il la lève vers le ciel en lui disant, voilà, arrêtez de... Il crie à quelqu'un, quoi. Et Frodon lui répond, ben voilà, il ne s'endormira pas, ni même ne s'en ira à votre commandement. Donc je suppose qu'il parle de Sauron, d'espèce d'emprise de Sauron sur lui. qu'il a via l'anneau sur lui, quoi. En tout cas, Gollum est très traumatisé de Sauron et il a une haine et une peur de lui C'est énorme. ça. Et du coup, il essaye de le manipuler en disant, si tu veux que ça s'arrête, voilà. Il faudra que tu m'aides. Ouais. Pourtant, je trouve quand même ce passage... je suppose qu'évidemment, Gollum est manipulateur dans quasi tout ce qu'il a fait, sauf quand il redevient vraiment un peu Sméagol, on va le voir plus tard, mais il a quand même ses allées et venues au Mordor, et on le verra plus tard avec Ciri Tungol. Pour moi, le Mordor, lui, est quand même moins douloureux que ça, quoi. Pas qu'il n'a pas spécialement peur de Sauron, du coup, mais... Mais je sais pas, Ciri Tungol, oui, il va à Ciri Tungol, mais en tout cas, il veut très fort éviter de se faire capturer par Sauron, c'est sûr. Ça, c'est sûr qu'il a une crainte très forte, même une haine envers lui, c'est évoqué dans les contes et légendes, même d'ailleurs. Vraiment, après sa capture, il a développé une haine, une colère envers Sauron énorme. Donc, il est vraiment... En fait, il est pas du tout du côté de Sauron, il en a très peur, quoi. Ouais. C'est trop ça. Enfin, ça me fait un peu penser à la... Je sais pas pourquoi, mais... J'ai regardé un documentaire sur les gens avec les fans de Star Wars, fans, qui disaient... tu vois, des mecs de 45 ans, enfin des mecs et des meufs de 45 ans, 50 ans, qui déchiraient leurs jouets en disant « George Lucas, je te déteste, t'as foiré ma vie », tu vois. Et j'ai un peu l'impression de l'épisode 1. Non, même pas, juste des gens qui en fait avaient tellement voué leur vie à George Lucas et à Star Wars qu'ils faisaient un espèce de retour en arrière en mode j'en ai marre. Et j'imagine un peu la même chose de Gollum qui a une espèce de truc amour-haine avec Sauron qui est là en mode j'en ai marre de l'anneau, mais en même temps il me le faut. Je crois qu'il en a pas marre de l'anneau, en fait. Je pense qu'il est justement... Après, il déteste l'anneau aussi, ce qu'il lui a fait. Il l'aime et il le hait, autant qu'il s'aime et qu'il se hait. Mais je crois qu'il voit en Sauron une menace de la perte de l'anneau, en fait. Sauron veut l'anneau, et lui, il veut plus que tout l'anneau aussi, Gollum. C'est son seul objectif, c'est de retrouver la possession de l'anneau, et Sauron est une des personnes qui veut lui enlever. Et surtout qu'on revient, on a déjà parlé de ça aussi, mais Sauron a l'habitude de laisser partir ses captifs,
parce qu'il Ouais. qu'il préfère en fait les avoir sous sa coupe et en plus laisser torturer par l'anneau. Ouais. Et le fait que, en fait, lui, ça le fait jubiler que Gollum n'ait pas l'anneau et qu'il va passer sa vie, donc il préfère ça que de le tuer, de mettre fin à ses jours, quoi. Oui, et puis surtout, il pensait aussi que Gollum pouvait l'amener à l'anneau. Oui, aussi. Mais du coup, Gollum est clairement... Sauron le sait dans une souffrance, Gollum est dans une souffrance, Ouais. dans une torture, et ils ont un lien inébranlable. Ouais. Donc pour moi, il y a plus même qu'une emprise, il y a un, Oui, il y a un lien malgré eux presque, Ouais. à cause de Sauron, à cause de l'anneau. Donc ouais, il y a beaucoup de... Je trouve qu'il y a énormément de dynamique qui... C'est Ouais. marrant de voir aussi comment d'un côté Sauron laisse Gollum en vie pour le torturer, alors que de l'autre côté Frodon le laisse en vie par pitié. Ouais. Ouais. Ne demandez pas à Sméagol, ce pauvre Sméagol. Il est parti il y a longtemps. Ils ont pris son trésor, et il est perdu maintenant. Peut-être le retrouverons-nous, si vous venez avec nous, dit Frodon. Le soleil ne plaît pas à Gollum, c'est pourquoi ils attendront le soir pour qu'il puisse chercher un chemin. Il se couche de part et d'autre de lui, le dos contre la pierre. Les deux hobbits savent sans dire mot qu'ils ne pourraient pas dormir pendant un moment. Enfin, d'un simple regard complice, ils ferment tous deux les yeux, feignant de s'endormir. Il n'en fallut pas plus à Gollum pour bondir telle une grenouille, mais à peine sa tentative d'évasion entamée, il fut rattrapé par Sam et juste après par Frodon, qui suggéra à son jardinier de faire usage de sa corde à nouveau. Et où alliez-vous dans cette air dure et froide, monsieur Gollum? Trouver quelques-uns de vos amis orques, sans doute? Sale créature perfide! C'est autour du cou qu'elle devrait aller cette corde. Et avec ce nœud bien serré encore. Gollum assassina le hobbit joufflu d'un regard venimeux, mais ne tenta plus rien. Frodon calma Sam, ils veulent juste le garder avec eux. L'attacher à sa cheville suffira. Une fois la corde attachée, Gollum cria de douleur. Frodon vérifia, mais elle n'était pas trop serrée. Après plusieurs vérifications, il en conclut que Gollum souffrait bel et bien vraiment. « Ça nous fait mal, ça nous fait mal. Ah, sa glace, sa mort, ce sont les elfes qui l'ont commise. Malédiction, sale cruel hobbit. » « Non, je ne l'enlèverai pas, dit Frodon. Pas à moins... » Il s'arrêta un moment pour réfléchir. « Pas à moins qu'il n'y ait quelques promesses que vous puissiez faire et à laquelle je puisse me fier. » Oh, Sméagol jurera sur le trésor. Sméagol essaye alors de jurer sur le trésor, impliquant de devoir le voir. Naturellement, Frodon refuse. Il semble à Sam pendant un bref instant que Frodon avait grandi, et que face à lui était un petit chien geignant. « Ah bah, dit Frodon. Et maintenant, prononcez votre serment. » Il y a quand même une dynamique, hein. Là on découvre vraiment Frodon sous cette ère que parfois qu'on lui confère pas, mais c'est ce côté très chef, même la manière dont il parle à Sam tout le long de ce chapitre, hein, il est très directif, et ici avec Gollum il est encore plus, et d'ailleurs c'est vraiment de lui que vient l'idée d'utiliser Gollum pour aller jusqu'au Mordor, et pas l'inverse. Enfin c'est pas Gollum qui lui dit « Ah mais en fait je pourrais t'aider jusqu'au Mordor » et donc ça donne à Frodon une raison de le garder en vie. Non, c'est Frodon qui se dit en fait je vais pouvoir l'utiliser, je vais pouvoir m'en servir de cette créature. Alors évidemment il a la pitié qui est sincère, je pense, mais il est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus réfléchi par rapport à... Et est-ce qu'il y a dans le livre aussi, je sais plus, ce côté très intéressant d'ailleurs dans les films, mais que Frodon il voit quelque chose, que voit en Gollum une part de d'humanité. Non, une part similaire à son combat à lui, étant tous les deux porteurs de l'anneau. Dans le film, c'est exprimé pile poil avec la phrase « Si lui peut revenir, ça veut dire que moi aussi je pourrais revenir de ce trauma de... » Tu vois ? Ouais. Je sais plus s'il y a ça c'est dans les en tout livres, cas, ou il si a une c'est- certaine peur. Par exemple, lorsqu'ils étaient à Foncombe et que Bilbon voulait voir l'anneau, et que Frodon, à ce moment-là, a une vision de Bilbon, où Bilbon lui apparaît comme ce qu'il découvrira être Gollum par la suite, parce qu'il ne l'a pas encore vu à ce moment-là. Mais Bilbon lui apparaît avec des traits assez déchirés de visage, et les yeux exorbités, une main décharnée comme celle de Gollum, en tout cas comme elle est décrite dans ce chapitre-ci, qui se tend vers lui et qui lui donne envie de le frapper en fait. Donc je crois qu'il a éprouvé la même répulsion pour Bilbon à ce moment-là qu'il peut l'éprouver devant Gollum, mais ça doit lui faire écho. Là tout de suite je n'ai pas le souvenir d'une manière vraiment très concrète, un moment où il évoque cela pour l'instant. Ouais, parce que je trouve ça assez... Enfin, moi j'ai toujours aimé je sais plus si c'est plus loin... Mais j'ai bien aimé ça dans les films, quoi. Genre, c'est vrai, quoi. C'est Frodon, il a peur au final de... Enfin, il se sent tellement partir dans le monde des spectres et tout, en compagnie... Enfin,
en portant cet anneau, que le fait de savoir qu'en fait Gollum peut redevenir Sméagol de façon, Ouais. on va dire, perpétuelle, même si on sait que ça n'arrivera pas, ça veut dire aussi que Frodon peut revenir, pourra garder une certaine humanité après toute la guerre de l'anneau. Bon, on le découvrira dans les prochains chapitres. Peut-être qu'effectivement, c'est évoqué cette idée à un moment. Là, comme ça, tout de suite, je ne saurais dire. Mais en tout cas, l'idée est que quand même, Frodon est beaucoup plus, encore une fois, décideur et décidé que dans les films, et que c'est lui qui veut utiliser Gollum en premier lieu, plutôt que l'inverse. Gollum promit et Frodon ordonna à Sam de retirer la corde, ce qu'il fit à contre-cœur. Pendant un temps, Sméagol parla différemment, avec moins de sifflements. Il s'adresse directement à ses interlocuteurs et il semble même amical. Et enfin, ils reprennent la route ensemble, sous la lueur de la lune. Gollum partit devant, tel un chien appelant à la balade, et il les emmena vers le nord. Ils disparurent avec rapidité et douceur dans les ténèbres, et sur tous les lieux de désert devant les portes de Mordor, planait un noir silence. Et bien voilà, Première rencontre, avec le séducteur. Gollum. Mais qui a-t-on vraiment rencontré? Gollum, Sméagol peut-être déjà un petit peu. Les deux. Mais moins séducteur du coup, puisque ici, vraiment, il n'est pas... En fait, c'est marrant, c'est d'abord Frodon qui lui évoque cette idée de « si tu viens avec moi, peut-être qu'il y a un moyen que tu retrouves ce fardeau, enfin cet anneau. » Tu vois, il le séduit un peu. C'est Frodon qui est séducteur. Ouais, il joue avec son désir. Ouais, il utilise son désir. C'est pas très noble, hein, finalement, mais... Non, mais c'est pragmatique. Ouais. Oui, puis ça reste toujours mieux que... c'est vrai que je pense que pour beaucoup de personnages, même... l'évidence aurait été juste de mettre fin À ces jours, ouais. au jour de Gollum. Donc c'est vrai que le fait de le garder... Parce que, évidemment, on va reparler peut-être de destinée, entre guillemets, avec Mais le ils en fait parlent, que Gollum va... et ça, c'est aussi quelque chose qui est dit dans le film, mais Sam dit... Frodon, dit qu'il sent que Gollum a encore quelque chose à jouer. Ouais. On sait que c'est vrai, vu qu'on arrivera... C'est ce que Sans Gandalf dit, spoiler. même, d'ailleurs. Ce que Ouais. Gandalf dit, oui. Mais Frodon le sent aussi. Ouais. Du coup, tu as cette idée qui doit rester là, mais je pense que sans cette idée-là, s'il n'avait pas été attrapé par Frodon en premier, beaucoup auraient mis à bas cette pauvre Ouais, c'est créature. Et Mais il n'aurait pas pu se faire trouver par quelqu'un d'autre. Il devait se faire... Enfin, en tout cas. oui, mais tu vois, ce qui s'est fait trouver aussi par les elfes et par Aragorn, mais c'était aussi par les ordres de Gandalf juste avant, quoi. Donc Gollum a eu beaucoup de chance ces derniers... À savoir aussi que les orques avaient ordre de le laisser passer en Mordor et aux frontières. En tout cas, s'ils le voyaient seul, ils devaient le laisser tranquillement passer. Ne sait-on jamais qu'il ait récupéré l'anneau et qu'il vienne le rendre à Sauron, tu vois. Non, mais ouais. Mais effectivement, mais ils en reparlent dans ce chapitre-ci de cette histoire de destinée, je le sais. On l'a pas dit, mais dans le texte original, à un moment, Frodon le dit. Il dit, il dit à Sam, je sens que c'est ma destinée d'aller jusqu'à là-bas. Et je crois qu'effectivement, il sent en Gollum qu'il va lui être utile, et il n'hésite pas une seconde pour le faire. Et d'ailleurs, tu sais exprimer aussi, Sam voit en Frodon une sorte de carrure d'un coup plus grande, où il est décidé à faire les choses. La manifestation peut-être d'Ilúvatar pendant un bref instant et de son énergie. Mais c'est ça, et ça, il y a beaucoup dans les livres, quand on dit qu'Aragorn est plus grand, parce qu'il a sa petite lumière au-dessus de lui et tout, tous les personnages un peu importants. C'est peut-être leur moment où ils level up, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, mais Frodon, mais qui n'a pas encore l'air tout à fait touché par l'anneau finalement à ce moment-là. Hein. Ça commence, ça commence. Ouais. Pas niveau de la tentation, mais en tout cas niveau des effets néfastes à l'approche du Mordor, ça commence à devenir compliqué. Bah, il est encore très sûr de lui. C'est Sam qui doit l'arrêter parce qu'il veut descendre les falaises en premier et tout. Enfin, il est vraiment... Il y va, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais tu sens quand même vois, que la tempête de Sauron l'affecte beaucoup plus que Sam. Le cri du Nazgûl aussi, Sam, il le ressent juste comme ce cri déchirant. Mais c'est surtout Frodon qui en a affecté. C'est surtout par rapport à ça. Je veux dire que l'approche du Mordor commence à l'affecter
plus qu'avant. Peut-être aussi parce qu'ils ne sont plus avec Gandalf, plus avec la présence d'Aragorn, qui sont tous les deux dans les terres désolées, et qu'au final, ils se retrouvent déjà fort proches de cette rempart de montagne avec le Mordor. Ils sont tout proches. Là, ils sont vraiment à quelques lieux à peine de la Porte Noire. Donc c'est vrai en fait, on est vraiment pas loin. Mais c'est aussi dans le film. Quand j'étais plus petit, j'avais parfois du mal à capter les trajets et tout. Enfin, tu vois. Mais c'est vrai que là, ils vont arriver déjà au Mordor à la Porte Noire. C'est juste qu'ils pourront pas y rentrer. Oui, dans 2 fait, chapitres, on est à la Porte Noire. On arrive assez vite au Mordor, quoi. Mais ça, quand t'es petit, que t'as pas la carte en tête et tout, tu te dis, mais attends, ils y sont déjà. Mais pourquoi ils doivent pas, tu vois, machin. Maintenant, tout fait sens parce qu'on connaît à fond, mais c'est vrai qu'en fait, l'arrivée au Mordor est plus facile que prévu. Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu pourrais imaginer, c'est vraiment pouvoir rentrer dedans. Et surtout, plus compliqué, quoi. Ce qui se posera la question très prochainement, c'est savoir comment repartir. Y aura-t-il assez de provisions et d'eau pour le voyage de retour ? Je ne crois pas qu'il y aura de voyage de retour, monsieur Frodon. Ça se pourrait bien, ça se pourrait. Mais je pense que c'est vrai que dans les films, il a peut-être l'air plus... le développement du poids de l'anneau, on va dire, sur lui est un peu plus incisif et intensif dès le début. Ça, on l'a déjà répété 1000 fois, mais c'est vrai que l'image du Frodon des films est beaucoup plus faible, beaucoup plus lente. Déjà, à ce moment-là du film, tu vois que c'est Sam qui le carry, qui le traîne. Frodon est déjà un peu épuisé et tout, alors que là, c'est pas du tout le cas dans les livres, quoi. Il est complètement directif. Et c'est lui qui prend les décisions, tac, 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 tac. Dans le Retour du Roi, on aura tout un livre où il va devoir peiner avec cet anneau, donc c'est déjà bien suffisant. Oui, bien sûr. L'avoir déjà maintenant, ça aurait été mais il est bien plus fort, intéressant. Quoi. Bien plus fort. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment le chef, en fait. C'est le chef. Et il prend sa position de chef et il l'assume complètement. Voilà. Mais donc voilà, écoutez, un petit épisode d'introduction à cette... très similaire pour le coup à ce qu'on a évidemment dans les films. Pour le coup, il n'y a encore rien d'inédit. Vraiment, tout ce passage, à part le fait que Frodon est différent, tout ce passage est vraiment repris. Donc si vous avez déjà vu les films, pour ceux qui découvrent les livres avec nous, ça vous est familier, donc pas encore grande découverte. Mais moi, je voudrais relever une petite information qu'en fait tu as évoquée 2 fois dans tes descriptions. L'approche de Gollum, on a 3 fois des références à sa manière de se déplacer contre le mur. 2 fois, on le compare à une araignée. Et la 3e fois, un insecte rampant. Je me dis, il y a peut-être une certaine manière, tu vois, de lancer la piste dans l'imaginaire du lecteur, tu vois, de déjà donner cet imaginaire d'insecte rampant au mur, vu que à la fin du livre, on va rencontrer une certaine créature effrayante, une araignée géante. Je me dis que ce serait assez subtil et bienvenu de sa part, que ce soit pas anodin en fait. Ah, c'est vrai, oui, ça pourrait tout à fait ne pas être... Parce qu'il pourrait le comparer à d'autres rampants plutôt qu'une araignée. Non, c'est vrai, c'est possible. C'est possible. Mais bon, on va pas faire les profs de français qui donnent des intentions aux auteurs. Oh non, moi je trouve ça juste... à ce moment-là, il évoque... Il a sa veste est rouge, en fait, parce que... Non, en fait, je voulais pas dire ça. Non, bien sa veste rouge, voilà. Mais non, c'est la violence, le sang. Mais en tout cas, voilà, on arrive déjà donc à la fin de cet épisode. Je sais pas si vous avez encore des choses à dire, mais c'est vrai que là, pour l'instant, comme je l'ai dit, c'est encore... très connu, il n'y a pas encore de nouvelles grandes découvertes, à part vraiment ce caractère de Frodon. Cela ne saurait tarder, dans les prochains chapitres, nous aurons d'autres Ouais. informations à avancer, d'autres discussions, d'autres petits dossiers également à creuser. Mais ouais. Donc j'espère que vous, chers auditeurs et chères auditrices, vous êtes impatients de découvrir des nouvelles choses, que vous êtes contents de retrouver nos 2 chers compagnons aventureux, et enfin notre cher séducteur Gollum. Qui est un plaisir à entendre dans sa voix. Un plaisir à incarner, en tout cas, pour nous, ça c'est Bien sûr. sûr. C'est sûr, hein, mais on ne pourra jamais égaler la performance d'Andy Serkis, et même de son doubleur en français, qui sont tous les 2 excellents. Mais... Moi, tu m'as inspiré pour la tenter un petit peu. À la base, je voulais pas la faire, la faire comme ça. Tu m'as un peu emmené sur des chemins que je n'étais pas prêt à je ne entreprendre pouvais pas. aujourd'hui. Mais elle est tellement culte, tu peux pas l'aborder autrement, cette voix, c'est difficile. Ouais, c'est vrai, c'est toujours compliqué de passer après ça, quoi. Même si on se prétend pas passer derrière Andy Serkis d'une manière ou d'une autre, mais l'envie est là, évidemment, de faire quelque chose de cette voix et de ce personnage. Mais cette voix a l'air tellement évidente une fois que tu l'as entendue, tu ne peux pas imaginer une autre voix pour le faire. Andy Serkis qui est juste arrivé en audition en mode je vais tenter un truc, parce que ce genre de personnage, il faut tenter quelque chose. Ouais. Et ça a marché, tout simplement. En s'inspirant de son chat qui crachait des boules de poils. C'est comme ça que ça lui est venu. C'est vrai, parce qu'il l'a fait à distance, il avait fait une tape qu'il a envoyée. Et il était avec son chat dans son salon, il savait pas quoi faire. Il dit bon, je vais faire comme mon chat là qui crache ses boules de poils. Il y a ce truc un peu crado, guttural. Tolkien le dit, hein, il parle de gorge gloutante, de voix stiflante,
Donc c'est assez fidèle, je Ouais, pense. ouais, ouais. Et mais il y a ces vidéos sur internet où tu le vois doubler Gollum en live, c'est absolument phénoménal. Enfin, il incarne ça d'une manière, c'est physique quoi. Enfin, de toute façon, c'est un acteur incroyable ce gars. Mm. Et même pour les doubleurs, ça devait être très amusant à jouer Ouais. en studio de doublage, et pour Frodon et Sam, et pour Ouais. jouer avec le personnage Ouais, de Gollum. ouais, ouais. Et puis Andy Serkis, pardon, a carrément aussi réalisé des parties du Seigneur des Anneaux déjà à l'époque. Hein. C'est vrai. Je crois bien, oui, il a pris la réalisation de la deuxième ou la troisième équipe. Ouais, il y avait tout 4 déjà équipes, sur je le pense. Seigneur des Anneaux. Au maximum du tournage, il y ouais. avait 4 équipes qui tournaient en simultané. Donc le gars s'est extrêmement fort investi dans le projet dès le début. Je crois qu'il a kiffé très vite et il s'est dit voilà. Et voilà, je pense pas que sa carrière était gigantesque avant ça. Non. Je crois qu'il a juste eu un super bon feeling avec Peter Jackson en mode bon, déjà on t'aime bien pour ce que tu proposes en tant que comédien, et en plus il a fait bah ouais, mais j'ai plein d'idées, vas-y, je peux prendre une des équipes et voilà quoi. King Kong, c'était avant ou après? C'était après. Ah ouais. C'était justement son projet, son deuxième projet de cœur avec le Seigneur des Anneaux qu'il voulait faire depuis qu'il était tout petit. C'est quand même moins bien, mais bon. C'est aussi Andy Serkis. Impressionnant aussi. C'est quand même Andy Serkis qui fait qui fait le singe, qui fait King Kong. Qui hein. font Kong. Oui, et qui joue aussi même le cuisinier également du bateau, Ah, qui ouais. se fait dévorer d'une manière atroce par cette espèce de sangsue là. Ça m'avait traumatisé cette scène. C'est vrai que les Assez monstres cauchemardesque dans- cette scène, avec des insectes géants. Les monstres dans ce film m'ont toujours fait. Blah. Mais Faudrait ouais, que je le revoie. et puis bon, il a beaucoup retravaillé pour revenir sur Serkis dans Le Hobbit. Oui, il bien il sûr, a bien. beaucoup réalisé de parties dans Le Hobbit, mais je crois que là, leur amitié était déjà suffisamment Entamé, forte pour que ce soit un peu une évidence. semblable à celle de Legolas et Et Le Gimli, Gimli. ma foi. Oh, pardon, je tape dans mon micro. En tout cas, voilà, j'espère que vous êtes contents d'entamer cette deuxième partie avec nous. On ne l'a pas dit au début de l'épisode, mais évidemment, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez tout à fait noter les épisodes sur les plateformes où vous nous suivez, vous abonner, nous écrire sur Instagram, Facebook, nous envoyer des messages, des questions. Des c'est lettres, toujours- Des lettres, ouais, tout. Voilà, des des missives. photos, des vidéos de vous, Des faisant colis. des choses. utiliser un palantir pour nous contacter. Ouais, je Mais vous ne sais savez pas. peut-être pas dans quelle direction l'orienter, mais Enfin, c'est jamais. tout ce que vous voulez. Et un grand merci pour ceux qui l'ont déjà fait, tout ça, et qui nous envoient des messages et qui réagissent sur les réseaux sociaux. C'est hyper gai d'avoir l'interaction avec vous. Et évidemment, un énorme merci aux personnes qui nous font des dons sur Tipeee, qui nous aident vraiment grandement et significativement dans l'hébergement, tout ça. Donc tout ça, c'est grâce à vous si on peut héberger ces épisodes, si on peut continuer à le faire. Donc c'est super. Et merci vraiment à tous ceux qui le font et qui nous laissent des messages en le faisant. C'est toujours hyper touchant. Donc voilà, c'est important de le dire. Et on va se retrouver la semaine prochaine. Pourquoi? Pour la continuité de notre aventure avec nos deux chers hobbits. Et un chapitre aussi qui va pas sentir très bon, qui va être assez marécageux, boueux, car Mhm. nous traverserons le marais des morts. Ouh, Ah, oui, ok. un sacré- Déjà. qui a une histoire quand même assez énorme, donc On on pourra reviendra dessus, en ouais. profiter pour parler de cet endroit. J'ai l'impression que là, pour le moment, jusqu'à Faramir, il va se passer longtemps et pas grand chose pendant longtemps jusqu'à C'est ça, On Faramir. va traverser et des puis- endroits assez emblématiques et dont on ne connaît pas forcément l'histoire et qui parfois n'est pas spécialement longue, Ouais, mais ce sont des endroits qui sont significatifs dans l'histoire de la Terre Ouais, du Milieu et surtout des guerres contre Sauron. c'est clair. Mais toujours est-il que c'est vrai que c'est une partie de livre beaucoup plus de pèlerinage, comme voilà, de marche, avec beaucoup de descriptions, etc. Donc on essayera comme on peut d'y apporter voilà, de la gaieté, malgré De la fantaisie. de la fantaisie malgré que ce sera très très sombre. En tout cas, j'espère que vous appréciez toujours les épisodes. Un grand merci pour tous ceux qui nous suivent régulièrement. Et puis, on se retrouve Bah, À la semaine prochaine. la semaine La prochaine, c'est ça, dans des marais. Dans des marais. Alors prenez votre anti-moustique Vos bottes. et à la prochaine. À bientôt. Salut à tous.